100% Pirate. Pirate. Radio Pirate. RadioPirate.com. OK, de retour sur Radio Pirate Live. On a réussi à se brancher avec notre chum Joe Hamel. Joe, content de te parler finalement. Yes. Tu m'entendais jaser des dernières affaires sur ce qui se passe en Grande-Bretagne. Tu voulais rajouter quelque chose très louche qu'on n'ait pas... juste l'info quand même au Québec. Et personne ne parle de ça. Non, mais c'est drôle parce que Scott Adam, à la base, moi, je l'ai connu un peu par la politique, là, parce que à la base, c'est un démocrate de gauche. Je pense qu'il restait en Californie, mais il a déménagé. C'est aussi le créateur de Dilbert. Là. C'est un gars qui est le petit cartoon. Là. C'est un gars qui a fait beaucoup d'argent avec ça, donc très connu dans les médias. C'est un des premiers qui avait prédit l'élection de Trump en 2016. C'est lui qui avait compris, sans être un fan ou un républicain, disons, c'est lui qui avait compris le phénomène populaire de Trump un peu avant tout le monde. Il a même écrit un livre là-dessus. Donc, c'est assez drôle de voir comment il peut avoir une telle dissonance cognitive entre le fait de pouvoir comprendre des phénomènes complexes au niveau politique, quelque chose qui s'organise des fois avant même que ce soit évident. Donc, lui, il avait vu ça dès le début. Et la pandémie, la pandémie et surtout la gestion catastrophique de la pandémie par les différents gouvernements, on dirait que ça a brouillé le jugement. Il y a des gens qui ont complètement, le disque a complètement débarqué. Là. Donc, Scott Adams, c'est un bon exemple. Là. Je l'écoutais avant la COVID, même s'il n'était pas de notre côté. C'était un gars quand même bright, c'était un gars qui avait des bons vidéos, je trouvais mais quand est arrivé la COVID, le gars était complètement cinglé. Oui, c'est ça. Ça fait partie de la gang qui ont comme voulu signaler qu'ils étaient du bon côté en prenant à partie, comme tu disais, ce qu'on appelle entre guillemets les antivax, ou dans le fond, les antivax, c'est n'importe qui avait des questions ou des réserves sur les campagnes coercitives de vaccination massive, mais ça, c'est un bon exemple. Puis il y en a plein là, des gens qui ont déçu. En fait, on a vu la vraie couleur des gens là, dans les 2 dernières années. Puis ça, il faut s'en rappeler. Là. #NeverForget. Là. Non. Ben, c'est drôle parce que j'ai eu cette discussion-là avec Yann Sénéchal cette semaine. Puis Yann dit moi, je pense qu'il faut tourner la page, puis on est rendu ailleurs. Moi, je dis pas sûr de ça. Moi, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas des excuses ou un pardon, un genre de demande de pardon, parce que ce que nous voyons, on dirait que et on est très tôt là, dans l'après-COVID, entre guillemets, et déjà, le nombre d'endroits puis de places où ce qu'on s'est fourré puis que finalement, on donne raison. Puis on donnait raison pendant la COVID, mais là, c'est à vitesse grand V que ça se passe. Et ces gens-là essaient de faire semblant que c'est rien arrivé, qu'il n'y a rien arrivé, qu'ils n'ont pas fait d'erreur, puis que tout est beau, puis c'est comme s'il n'était pas arrivé de COVID, comme s'ils ne nous avaient pas demandé de rester embarrés dans nos maisons. Et moi, je dis, non, on a un devoir de s'en rappeler et on a un devoir, parce qu'à un moment donné, si on veut rebâtir quelque chose avec des gens avec qui on s'est pogné ou n'importe quoi, il faut que les gens qui nous ont menti finissent par avouer qu'ils se sont trompés et qu'ils nous demandent pardon, mon oncle. Moi, cette affaire-là, j'y tiens. Puis ce gars-là, il s'est excusé en fin de semaine. Il y a un peu d'ironie dans son affaire. Oui, ça, c'est un bon début, du moins, mais ce qui est inquiétant là-dedans, c'est surtout les précédents qui ont été faits durant cette crise-là. Là. Comme tu dis, les mesures liberticides qui ont été déployées, il y en a certains que ça a fait leur affaire parce que ça permettait de pointer du doigt les méchants, entre guillemets, de la droite. Puis on l'a vu, par exemple, avec le convoi des camionneurs, etc. Il y a eu tout un narratif qui s'est construit sur « Ah, voici les méchants ». Ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'éventuellement, les mêmes précédents vont être utilisés pour attaquer une cause qui vous tient à cœur ou quelque chose dans lequel vous... Par exemple, on regarde comment le fédéral a réagi à ça. Imagine que tu avais une remontée du souverainisme, puis somehow, un nouveau référendum. Penses-tu que ces mesures-là et les précédents qui ont été utilisés pour faire la répression des protestations à Ottawa, tu ne penses pas que ça serait utilisé? Combine à ça la loi C11 sur le contrôle du discours sur Internet. Donc, faites bien attention avec le fait de cheerleader la répression de dissidents par l'État parce que ça finit toujours par... La révolution mange toujours ses enfants, là, dans le sens que ça va finir par attaquer ou atteindre une cause là, qui vous tient à cœur. Puis ça, c'est drôle de voir justement la gang de péquistes et les solidaires qui, justement, on pivote là, au niveau de l'économie. On en voit, la première conséquence évidente, puis ça, c'est la première fois, je pense, qu'on voit ça dans une crise.
le fait qu'il y a eu une telle expansion monétaire lors des 2 dernières années qu'on a eu un effet direct sur l'inflation. Et ça, c'est n'importe qui avec le moindrement de sens le voit, à part les économistes. Là, ça les exclut. Mélanie Joly aussi a dit que c'est l'Ukraine. Oui, c'est vrai, c'est l'Ukraine. C'est ça, c'est drôle. C'est ça. Mais ce qui est drôle, c'est que les gouvernements n'ont pas d'impact sur l'inflation quand c'est le temps de la causer, mais ils ont un impact pour la faire baisser. C'est comme une genre de contradiction. Là, donc, et là, on a vu la Banque du Canada, tu vois, 4,5 %, qui n'est pas un taux qui est exceptionnel en passant selon des normes historiques. Là, c'est dans la. Je reviens toujours sur mon graphique de 5000 ans des taux d'intérêt qui se situent entre 5 et 10 %. Là, donc, c'est dans plus la normalité que 1 ou 2, on s'entend. C'est une augmentation quand même sans précédent en termes de. On est passé de 0,25 à 4,5 en l'espace de 2 ans. Donc, c'est quand même majeur comme augmentation. C'est sûr que vous avez acheté une maison qui était surévaluée, puis il y a une surenchère, puis vous étiez déjà un peu pris à la gorge. Bien, c'est sûr que l'augmentation des taux, ça affecte directement ce genre d'investisseurs-là. Là. Et ça, on voit, en fait, c'est les conséquences directes. Et la droite intelligente, ce qu'on voit notamment avec Poilievre, c'est qu'ils vont utiliser son discours, là, il ne va pas le changer. Là. Il place cette conséquence-là en droite lignée avec l'expansion monétaire pour financer les déficits de Trudeau. Là. Il a totalement raison là-dessus. C'est drôle que tu parles des méchants, puis c'est ce qu'on a fait tout le long. Aaron Rodgers, qui a fait un podcast, je ne me rappelle pas avec qui, je pense que c'était avant-hier. Puis Aaron Rodgers disait, c'est facile maintenant. Du moins, avant, j'étais bien aimé par tout le monde. Puis depuis la COVID, je suis comme devenu, il dit, dans la société d'aujourd'hui, avec les woke qui mènent la patente un peu partout, dans le domaine des médias, etc., il dit, ça vous prend un héros et ça vous prend un vilain. Donc, une fois qu'on a le protagoniste, une fois qu'on a l'antagoniste, puis une fois qu'on a le good guy et le bad guy, ben, on a pas mal réglé le cas. C'est un peu bizarre parce qu'on le voit, malheureusement, c'est un peu ce qu'on a fait avec les élections, puis qu'on est en train de faire pour les élections fédérales. On l'a fait aux élections provinciales. Donc, on a trouvé le bon gars. Le bon gars, c'est le gars qui mange du fromage, puis l'autre, c'est le gars qui crie contre les mesures. Donc, on était capable d'identifier pour rassurer le monde. Lui, c'est le méchant et lui, c'est le bon. Qu'il soit bon pour vrai ou pas, c'est pas important. Qu'il soit méchant ou vrai, c'est pas important. Maintenant, on identifie clairement, en partant, chaque fois qu'on a un objectif, on choisit qui sont les bons et on attaque constamment les méchants, puis ça fait que les bons peuvent s'en tirer. Mais ça, c'est une nouvelle. Ça a toujours un peu existé, mais je veux dire, là, maintenant, c'est vraiment leur plan de match et ça a été utilisé à tour de bras pendant la COVID et ça va être utilisé à tour de bras pendant toute la campagne de fou qu'on aura pour les 10-15 prochaines années sur le réchauffement climatique. Mais pour la démocratie, c'est que les gens qui gobent ça puis qui sont souvent, je dirais, manipulés d'une manière médiatique pour savoir qui sont les bons et les méchants, je veux dire, ça, on n'a pas d'avenir. Je regarde le traitement qu'il y a au Québec, Poilievre. Je regarde les attaques quasi quotidiennes des commentateurs de Québécois, puis on sait que Québécois a, je vous dirais, le gros contrôle là, sur l'opinion publique d'une majorité de boomers francophones. Le gars a zéro chance, qu'il soit bon pour vrai ou qu'il soit méchant pour vrai. C'est peu important. C'était peurant, ça, cette démocratie-là. Ça a toujours été un peu pareil, mais ce qui est différent aujourd'hui, je pense, c'est qu'il y a une espèce de consensus médiatique, alors qu'avant, tu avais, je pense, une plus grosse différence entre les médias et entre les différents journalistes et chroniqueurs. Tu avais une certaine indépendance que tu n'as plus aujourd'hui. Là. C'est vraiment essentiellement. Puis regarde à quelle vitesse les narratifs s'installent. Tu sais, l'histoire, le délire des poêles au gaz, là, ça s'est installé globalement en l'espace de quoi? Une semaine, cette affaire-là? Oui. Donc, à peu près. c'est incroyable. Là. Et c'est de plus en plus stupide et de plus en plus rapide. Et je reviens tantôt, je disais, oui, il y a des gens qui nous ont déçus par rapport à comment ils ont agi, par rapport à justement à toute la répression qu'on a vue, mais il y a des gens qui nous ont surpris aussi. Puis on se ramasse avec des gens qui... moi, il y en a quelqu'un qui m'avait écrit, je me rappelle, il dit, tu sais, je t'aime pas tellement au début à Radio X, tout ça, mais tu sais, je trouve pendant la pandémie, les observations que tu as faites, il n'y a personne il y a très peu de monde qui faisait ce genre d'analyse-là. Puis là, tu vois, j'ai commencé à suivre tout ça. Puis même des gens peut-être plus à gauche aussi, les gens qui sont vraiment attachés à la liberté, parce que c'est quand même spécial, là, le pivot que la gauche a fait au début des années 2000, était contre la guerre, contre les grosses corporations. Maintenant, ils veulent envoyer des tanks fabriqués par General Dynamics
en Ukraine et c'est des cheerleaders de compagnies comme Pfizer. Là, fait que c'est quand même incroyable de voir que la gauche autoritaire a réussi à prendre le dessus sur le narratif populaire et médiatique en général. Et oubliez pas que ces gens-là, à la base, ce sont des activistes. Là. Quelqu'un me posait la question hier, dit comment ça que les médias, pourquoi par exemple des élus comme Valérie Plante puis l'autre en chouclac à Québec veulent juste des trains, pourquoi ils ne se concentrent pas justement sur des dossiers spécifiques d'administration municipale de base, autres que le climat puis les glaciers qui fondent en Arctique. C'est parce qu'à la base, ces gens-là, ce n'est pas des administrateurs ou des gens qui sont là pour, mettons, entre guillemets, en redonner plus pour l'argent des taxes des citoyens. Ils sont là parce que ce sont des activistes. Ils ont des agendas politiques personnels, collectivistes, et c'est ça qui les motive chaque matin à rentrer dans le bureau du maire. Là. C'est ça, c'est quels sont les leviers que je vais utiliser aujourd'hui pour pousser mon agenda politique. Imagine, il se pense des petits maires, tout respect pour le poste de Montréal et de Québec, mais je veux dire, c'est du monde avec des postes insignifiants, puis ils pensent vraiment aux autres qui peuvent avoir un impact sur le climat. Alors que leur ville, si on parle de pollution, on voit les images qui ont été diffusées pas mal depuis 48 heures sur Montréal, puis tu y vis, tu sais comment est-ce que cette ville-là est devenue délabrée. Sacrément, ils sont le day-to-day est complètement abandonné. Ils sont là, ils vaguent sur des patentes un peu louches, des histoires qui s'inventent dans leur tête. On va dire de quoi ils ont besoin d'être amenés à la réalité, pas à peu près. Hey, j'ai 2 sujets pour toi dans le bloc à jaser, Joe. Ce qu'on a appris, d'abord, on en a parlé un peu, mais c'est parce que là, ça continue l'histoire d'Hydro-Québec, là. On a su il n'y a pas longtemps que Hydro-Québec, on avait de l'électricité pour ne plus savoir quoi en faire. On est prêt à en vendre. On est prêt à amener des compagnies. Si vous voulez avoir une autre aluminerie, amenez-en une. On est prêt. Si vous voulez avoir une compagnie d'ici, on va vous prendre. Si vous voulez avoir une compagnie de cloud, venez-vous-en. Donc, on avait. Est arrivé la genre de campagne. On s'est rendu compte dans l'espace de quelques mois qu'on n'a plus. En tout cas, du moins, on est plus limite qu'on avait. Et là, on apprend ce matin, selon Radio-Canada, que la puissance d'Hydro-Québec est dangereuse. On l'a vu dans le temps des fêtes. On sait que le réseau est un peu louche et même si on avait eu du froid, il y aurait probablement eu des décès dans le temps des fêtes. Là, on apprend que la puissance d'Hydro-Québec est menacée par le poids des véhicules électriques. Des choses que toi et moi, que Jerry, que nos auditeurs savent depuis longtemps. On s'est dit, voyons, c'est sûr que s'il arrive demain matin un switch rapide des voitures à gaz aux voitures électriques, le réseau n'est pas capable de le prendre. Et là, il y a une nouvelle étude, imagine-toi, ça leur a pris une étude pour arriver au fait que, je ne sais pas c'est quoi je dirais le but visé derrière ça. C'est-tu d'essayer de développer d'autres barrages puis d'essayer de prouver un point avec toute l'histoire qui est arrivée avec Brochu? Mais comment se fait-il que ces gens-là nous parlent de chars électriques depuis 5-10 ans et que c'est aujourd'hui qu'ils se rendent compte que Hydro-Québec, le réseau serait incapable en hiver de fournir si jamais on était tous avec des chars électriques. Voyons, sacrément, sont-tu malades? On sait ça depuis longtemps. Ben non, évidemment. Écoute, si tu prends le parc automobile au complet, non seulement la demande en puissance serait incroyable, mais tu auras aussi un énorme problème en termes de recharge, là, parce que tu le vois déjà, en fait. Regarde un peu dans les bornes Tesla ou même les bornes normales, ça fait souvent la file. D'ailleurs, j'ai trouvé assez drôle le papier de Fake Pat Lagacé qui, malgré lui, a fait un excellent exposé sur comment c'était de la merde faire des road trips avec un char électrique. Là. Quand il a fait ça à Upstate New York, je ne sais pas trop, là, la semaine passée. C'était assez drôle, cette ça, c'était drôle à le Mais écoute, je lisais ça. D'ailleurs, je lisais un thread sur un fil sur Twitter. D'ailleurs, je pense que c'est Thomas Gerbet qui avait publié cette étude-là sur ce que tu dis, là, la demande en énergie. Mais il parle aussi savez-vous que les voitures sont de plus en plus lourdes? Et là, tu as une espèce de stagiaire, d'équitaire, qui dit, puis je pense que vous l'aviez déjà vu, ce terme-là, en effet, on assiste à la camionnisation de notre parc automobile. Parce que là, ils disent que les voitures sont de plus en plus grosses et plus longues, en fait, plus pesantes aussi. Et là, moi, je répondais à la dame, elle m'a pas répondu. Oui, excusez, elle m'a répondu, mais quelque chose qui est complètement stupide. J'ai dit, ouais, c'est drôle, mais t'as-tu le graphique aussi de l'efficience des moteurs depuis 30 ans? Mettons, en termes de consommation par kilogramme, là, parce que dans le fond, rappelez-vous, dans les années 70-80, les voitures pesaient plusieurs tonnes, c'était fait probablement en acier.
et ça consommait une quantité incroyable d'essence. Alors qu'aujourd'hui, tu as quand même des camionnettes, mettons des F-150 avec qui sont maintenant, la plupart, c'est rendu des V6, qui ont des consommations là, de petites compacts dans les années 70. On parle de presque 20 000 au gallon et plus. Là. Donc, c'est complètement ridicule de faire le lien entre l'augmentation de la taille des véhicules, parce qu'évidemment, les gens sont plus riches en général. Donc, dans le fond, le SUV est devenu un peu la voiture normale pour les familles, on s'entend. Là. Puis, les SUV, souvent, on s'entend, c'est pas vraiment des SUV, c'est des genres de voitures jackées. La plupart des, ce qu'on appelle les hybrides. Là. Mais là, c'est ça. Là, c'est rendu leur terme, la camionnisation de la société. C'est comme s'il y avait une espèce de radicalisation des automobilistes qui se promènent avec des pick-up avec des drapeaux confédérés. Là. C'est complètement débile comme narratif. Là. Mais c'est quoi le but derrière l'histoire d'Hydro-Québec? J'essaie de savoir. C'est-tu de bâtir des nouveaux barrages ou c'est de nous imposer la fameuse patente là, de nous limiter dans notre consommation d'électricité, de gérer notre chauffage, de gérer l'heure qu'on prend un bain ou qu'on part le lave-vaisselle? C'est quoi? Il y a quelque chose derrière ça? Puis, parce que c'est pas d'hier. Tu sais, quelqu'un m'avait déjà écrit, m'avait déjà dit, mon beau-père ou son père était impliqué chez Hydro-Québec, il avait dit, il n'y a pas longtemps, il avait dit, on le sait que si jamais 15 à 20 du parc automobile switchait de gaz à électricité pour les voitures, on est foutu. Donc, ils le savent. Donc, il y a de quoi derrière ça, encore une fois? Ils ont un genre de patente, parce que souvent, c'est une question de faire peur un peu, de jouer avec les émotions, pour après ça, passer quelque chose. Il y a comme un bâtissage de quelque chose qui m'inquiète un peu dans l'histoire. Là, il y a tout le narratif énergétique mondial là, qui est en termes de... C'est drôle parce que c'est en totale contradiction, on le voit, là, avec justement l'idée d'électrifier tout. Là, alors que, puis juste en demande de métaux rares et métaux pour les fabrications de batteries, c'est incroyable, là, la demande potentielle, juste pour suffire à la demande de... Juste la croissance constante des voitures électriques au rythme actuel, on est déjà limite là, dans, par exemple, le lithium, le nickel, le cobalt. Donc, imagine si tu devais faire cette transition-là de A à Z. C'est irréaliste de penser que ça va arriver. D'ailleurs, ça commence on avait parlé précédemment, là, il y a déjà commencé des gens dans le secteur de l'automobile qui commencent à dire, vous savez, c'est peut-être, c'est comme c'est un secret de polichinelle dans l'industrie, mais il y a beaucoup de monde qui pense que c'est pas réaliste, que 100% du parc va avoir une transition. Moi, je pense que on va le réaliser ça dans les prochaines années. Comme d'habitude au Québec, on va être comme 5-10 ans en retard. Là. Hydro va rester dans ce narratif-là, alors que la transition mondiale vers un retour à la réalité énergétique mondiale va probablement s'orchestrer. Là. Ça prend une couple de gouvernements qui se font tasser. Là. Je pense qu'on va finir un cycle de gouvernement. Regarde, tu le vois, là, regarde la dame en Nouvelle-Zélande qui part. Trudeau, c'est tout son dernier mandat. Qu'est-ce qui arrive en 2024 avec les États-Unis? Il pourrait y avoir un shift, je pense, vers la droite populiste là, et le narratif de rationalisation de l'énergie et de contrôle. Puis c'est à différents niveaux. C'est pas juste la voiture électrique puis l'énergie. Regarde le narratif, ce qu'il propose au niveau, par exemple, du dollar numérique contrôlé par les banques centrales. Il y a un paquet je pense, de technologies et de propositions de technologies qui donneraient un contrôle additionnel au gouvernement sur le citoyen, qui sont, à mon avis, très, très dangereuses et pernicieuses. Et la droite populiste va s'opposer à ça. Tu le vois d'ailleurs, Poilievre, c'est la grande partie de ses thèmes, c'est ça, là, s'opposer au contrôle additionnel de la Banque centrale sur l'économie canadienne, relancer l'industrie du pétrole et du gaz au Canada. Donc ça, je pense que la réalité énergétique va nous rattraper. C'est déjà le cas, tu le vois déjà en Europe. Mais ici, ça va nous rattraper. Jerry, tu m'as mis un petit message. La CAQ, je dis ça à Joe si tu ne l'as pas vu le message, mais la CAQ donne des cadeaux à ses candidats vedettes. Oui. Imagine-toi, elle a perdu. Mais c'est une ancienne péquiste que la CAQ a essayé de récupérer comme candidate de la CAQ pendant la dernière élection. On a voulu en faire peut-être même une genre de ministre, ancienne mairesse elle-même, ancienne péquiste élue aussi. Je pense que son chum, c'est Maca Cotto. Il s'en va en Imaginez-vous les vacances, beau cadeaux, toi. Je regardais ça. Là, premièrement, ça devrait tout être aboli, là, ces bureaux-là. Les bureaux du Québec à l'étranger, c'est quoi le rapport, premièrement? Le Québec n'a pas à avoir de bureau à l'étranger.
s'il y a probablement Ben, déjà d'autres avoue que antennes qui sont la représentées comme Saint-Hilaire à Investissement Barcelone, c'est pas Québec et pire. Là. compagnie, là. Mais avoue que c'est pas pire, là. La Saint-Hilaire à Hey, Barcelone, là, comme C'est job. une des Là. plus belles villes au monde. Là. On s'entend-tu que c'est un cadeau? Non, puis probablement avec voiture de fonction, Oui. appartement et salaire, probablement un des plus élevés dans l'échelle gouvernementale. Puis son mari Donc, va la suivre. Son mari va la suivre. Donc, ça fait des belles vacances. Avec la pension du fédéral, s'il vous plaît. Bien Donc, sûr. non, c'est la belle vie. Non, Félicitations. c'est extraordinaire. La Mais Rambla. pour être là, il faut que tu parles espagnol. Là. Hein? Parles-tu espagnol? Ouais, je sais pas si elle va se rapprocher des rebelles catalans pour. Ouais. Ah ouais, les rebelles ok, catalans. c'est beau. Hey, pour finir, la banque a augmenté de 0,25. Est-ce que c'est la dernière augmentation? Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce qui arrive avec ça? On s'en doutait, là, mais je veux dire, c'est quoi le plan? Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies à part de... Parce que là, actuellement, je sens pas nécessairement qu'il y a un retour à un genre je dis pas qu'on s'attendait à ce que les prix reviennent à la normale, là. Habituellement, quand ça monte, ça redescend plus, là, mais je veux dire, on ne sent pas d'essoufflement tant que ça de l'inflation, même que Métro a annoncé aujourd'hui qu'il y a des grosses hausses qui s'en viennent chez Métro dans les prochaines semaines parce qu'il y avait un gel d'imposés aux fournisseurs qui maintenant est terminé. Donc, on est loin d'être sorti du bois. Puis là, on monte encore de 0,25. C'est sûr que ça donne un paquet de problèmes, entre autres à des gens d'affaires qui veulent bâtir des appartements parce qu'on a un problème de logement au Québec dans certaines villes qui sont graves. Il y a des projets qui sont carrément arrêtés en plein milieu de la construction parce que les financiers se sont retirés avec les nouveaux prêts et les taux parce que ça ne fonctionne juste pas. La location de l'appartement au prix de la construction avec le financement maintenant et au prix que tu devrais l'offrir aux gens, ça n'arrive pas dans leur budget. Donc, il y a un genre de cataclysme à plusieurs niveaux qui est en train de se poursuivre. On n'a pas comme le feeling que la Banque centrale est arrivée un peu tard et que là, ils sont en train de s'amuser un peu, mais on n'est pas certain comme consommateurs puis comme citoyens que c'est en train de nous aider bien. Non, ben écoute, je l'ai dit à plusieurs reprises, moi je pense qu'on s'en va dans peut-être plusieurs années à une inflation qui est supérieure à la fourchette qui vise là, de 2 %. Je pense pas qu'on s'en va à 10, 15, 20 là, mais je pense que ça va demeurer supérieur à ce qu'on a vu par le passé. D'ailleurs, ça fourre un peu les banques centrales, là, parce qu'ils parlent maintenant de moyenne sur plusieurs années en termes d'inflation et non pas de cible absolue là, à atteindre. Donc, ils se donnent une petite marge de manœuvre. On voit pas non plus, là, les restaurants sont encore pleins. Jeff, je regarde, il ne semble pas avoir de ralentissement. Il y avait une couple de sièges libres hier au Centre Bell. Hey, j'étais surpris aussi du nombre de fans. Certainement 25 % des spectateurs étaient des fans de Boston avec des chandails. Là. C'est quand même pas rien. Mais pour venir sur la hausse des taux, et ça, il faut le dire encore, il faut le répéter, c'est une conséquence directe des politiques des 2 dernières années. C'est une blessure qui est auto-infligée. Là, le gouvernement tente d'en faire plus justement pour contrer l'inflation. Un exemple concret, c'est les chèques que M. Legault a donnés, une mesure elle-même qui est inflationniste. Donc, il faut le rappeler, ça. On peut pas on dit souvent, ouais, on ne peut pas changer grand-chose, mais dans les débats que vous avez entre collègues, entre amis, en famille, quand ça sort l'inflation, faut que vous le disiez, que c'est en lien avec ce qui s'est passé. L'expansion monétaire sans précédent en temps de paix t'as raison. pour payer les gens à rien faire pendant 2 ans, pendant que tout était fermé. Là. C'est ça la cause de ce qu'on vit présentement. Là. Quand on dit, Est-ce que tu penses que c'est... quand on dit que l'année passée, à la même date, le taux directeur était à combien? Il devait être à quoi? Il était à 0,25. Ah, c'est vrai, ils ont commencé en février à augmenter. Et exact. voilà. En fait, ils ont commencé 2 trimestres trop tard et il aurait dû augmenter peut-être 1 % direct en partant. La Banque du Canada a été la première à augmenter, je pense, d'1 point complètement, mais elle était quand même largement derrière la courbe. L'inflation est encore à quoi? Presque 7 % et le taux va être à 4,50. Donc, c'est quand même quelque chose, là. Jerry, tu penses quoi de ça, toi, dans le sens que... Est-ce que tu penses que c'est la dernière? Jo, t'as-tu dit que c'était la dernière, d'après toi? Je te posais la question, mais je ne suis pas sûr que tu m'as répondu. Non, parce que là, ils vont tenter de faire ce qu'ils appellent un soft landing, là, parce que la courbe d'inflation va tenter de rencontrer... l'idée, c'est que de pas trop... Parce que si tu en fais trop, c'est ça un peu le but, là, c'est parce que c'est comme un genre de paquebot que tu contrôles, puis tu essaies d'éviter le glacier qui est en avant, mais ça réagit pas de manière immédiate. Là. C'est assez difficile. Fait que ce qu'ils tentent de faire, c'est
c'est d'augmenter, oui, mais ils ont peur de trop le faire aussi parce que c'est pour ça, dans le fond, ce qui fait monter le marché boursier, c'est la potentielle éventualité que les taux rebaissent. C'est quand même incroyable. Là. C'est vraiment la queue qui dirige le chien. Là. C'est une bonne. Mais je pense. Moi, je pense, regarde, sans être très, très connaisseur, moi, je pense qu'ils vont y aller doucement avec un petit point 25, tranquillement, pas vite. Puis ils vont faire eux autres même un genre de stress test jusqu'à temps de voir qu'est-ce qui va se passer avec les clés de maison. Quand ils vont voir ça commence à s'énerver un peu trop, là c'est là qu'ils vont mettre un stop. Mais d'ici là, je pense que tranquillement, pas vite, ils vont continuer. Mais à petite grenaille. Ouais, à coup de point 25. C'est souvent ça qui a un effet sur le marché. C'est que si tu passes de point 25 à point 50 ou même point 75, comme on a vu avec la Fed à quelques reprises, c'est là que le marché est surpris. Là. Fait que, ils vont probablement continuer à 0,25 parce que, tu sais, regarde, tu as encore un spread important là, avec l'inflation, puis ça ne va pas se résorber, je pense, à l'intérieur d'un trimestre. Là. Je te rappelle, je voyais des présentations, la plupart des banques et des économistes prédisaient un retour dans la fourchette de 2% au premier trimestre de 2024. Moi, je ne crois pas ça. Là. Non. Oh non, impossible. Impossible. Non. Comment t'expliques ça, juste finir? Comment t'expliques ça que les gens ont encore de l'argent pour s'en aller manger dans des restaurants qui sont overpriced, puis que les restaurants sont pleins, puis que... Il ne semble pas y avoir... Moi, j'entends pas d'histoire si grave. Là. J'entends des histoires sur, comme je vous ai dit, là, les projets immobiliers qui sont arrêtés. Il y a des gens aussi qui ont des problèmes, qui regardaient pour se bâtir une maison, là, qui viennent d'aviser leur constructeur que je vais prendre une pause, j'ai la misère avec mon financement, à trouver mon financement, etc. Mais je veux dire, il n'y a pas de... le feu n'est pas pogné nulle part. Effectivement, les magasins semblent pleins, les restos sont pleins. Cet argent-là vient de où? Avant, on me disait, elle vient de la COVID, elle vient d'être imprimée, mais tu sais, je veux dire, les gens ne sont pas passés de 45 000 de salaire à 65 000 de la gang. Là. Non, mais les gens, en général, tu as un vieillissement de la population. Là, même le boomer qui a travaillé, le syndiqué qui a travaillé au gouvernement toute sa vie prend sa retraite pratiquement millionnaire là, dans certains cas. Là, donc, je pense que tu as un niveau de vie qui est plus élevé qu'avant. Donc, malgré, je pense, ce qui va faire mal, là, c'est le calcul mental que les gens commencent à faire. Puis on le voit d'ailleurs à l'épicerie. Tu commences à dire, ouais, ça, c'est pas mal plus cher que c'était avant. Ça va commencer aussi sur les voyages, l'avion, etc. Donc, tranquillement, pas vite, les boomers vont commencer à faire des calculs sur, ouais, OK, si ça reste de même, parce que ça ne sera pas passager, là, ça, c'est un effet ratchet en passant les prix. Parce que tu as vu, tu as des demandes d'augmentation salariale, 30% à l'ARC, c'est quand même incroyable. Une augmente de 30%, je pense, sur 3 ans qu'ils veulent. Donc, tu as une espèce de... tu as une réaction en chaîne avec l'augmentation des salaires. D'ailleurs, la Banque du Canada avait dit, ça, c'est incroyable, la Banque du Canada avait dit, là, augmentez pas les salaires, là, parce que ça va un peu défaire ce qu'on est en train de faire avec l'augmentation des taux. Donc, on veut réduire l'inflation, mais augmentez pas les salaires. Fait que tu vois que ces gens-là contrôlent absolument rien, disent n'importe quoi, ils n'ont pas vu venir ça. En l'espace de 1 trimestre, on est passé de « il n'y a pas d'inflation » à « ah, finalement, ça va être transitoire » à « ouais, ça va durer plus longtemps que prévu finalement », puis probablement que ça va être en haut de 5-6 %. C'est un spread incroyable d'éventualité pour une institution qui devrait normalement être quand même assez conservatrice, on s'entend. Là. Oui, effectivement. Thank you, Joe. Très apprécié. Puis on s'en parle la semaine prochaine. On s'en va vers le vestiaire, mon ami Jerry. T'as ta boîte aussi pour finir tantôt le Radio Pirate Live de ce mercredi. On vient. Pirate. Radio Pirate. Pirate. RadioPirate.com.